Voyons maintenant la démarche. La démarche, c'est la réflexion pour comprendre comment nous allons organiser notre site, faire le plan de notre page et faire le plan d'un site. Pour l'exercice que vous allez avoir à faire, vous aurez à faire votre CV. Pour cela, on va imaginer que votre CV, une fois en ligne, aura besoin d'une page de présentation générale, une page avec les réalisations que vous auriez déjà faites, et une page avec vos plannings, pour connaître un petit peu quels sont les cours auxquels vous avez participé. Pour faire le plan d'une page, nous avons sur la page d'accueil une photo. Imaginons un bandeau avec vos informations, une barre de navigation sur le côté qui nous permet d'avoir accès à vos formations, les différentes choses que vous auriez faites, et une zone avec le contenu. Bien entendu, éventuellement, un pied de page qui reprendrait tout cela. Pour faire le plan du site, nous allons voir ensemble un petit peu comment s'organiser. La page d'accueil, qui va donner une présentation générale, et qui dérive sur deux autres pages, à savoir les réalisations, avec des images, et les plannings avec des tableaux, par exemple. Si on doit traduire cela avec du HTML, vous apprendrez que la première page que va rechercher le navigateur dans votre fichier racine, dans le fichier racine d'un site, ce n'est pas un nom au hasard. Votre page d'accueil, quel que soit le titre que vous lui donnez, le nom par lequel vous allez la nommer, il faut bien faire la différence entre le titre et le nom. Le nommage va être index.html et c'est ce fichier-là que va venir chercher automatiquement le navigateur lorsqu'il va arriver sur votre site. Et de là, vous allez arriver par exemple à mes réalisations ou réalisation.html et planning.html. Les navigateurs. Il va falloir que vous ayez plusieurs choses d'installer sur votre machine pour que tout fonctionne correctement. La première chose, c'est plusieurs navigateurs. Alors pourquoi plusieurs? Parce que les navigateurs sont comme des personnes. C'est-à-dire que chacun de ces navigateurs, là nous en avons 5, on va commencer de droite à gauche et de haut en bas par Safari, Firefox, Opera, Chrome et Internet Explorer. Et bien chacun de ces navigateurs va avoir une interprétation qui lui est propre de la manière d'afficher les contenus. Aujourd'hui, il faut admettre que dans l'ensemble, ils sont plutôt cohérents et leur affichage est plutôt similaire à partir du moment où on fait des choses relativement basiques. Mais dès qu'on arrive vers des choses un petit peu complexes, en dernier, nous avons par exemple Internet Explorer qui a une fâcheuse tendance à ne pas interpréter les choses exactement comme nous le souhaiterions. Donc, il est important d'avoir ces navigateurs pour se rendre compte des différences d'affichage. Vous devez absolument avoir installé un serveur local et un éditeur de texte simple. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. Maintenant, nous allons voir la création d'un document HTML. L'ordre des balises, ce qu'on appelle parents, enfants et ancêtres, la généalogie du document, ce que c'est qu'une balise bloc et une balise en ligne, et les commentaires, très important les commentaires. Voici une architecture simple en HTML, d'accord? Donc, commençons par le haut, nous avons un doctype, d'accord, qui renseigne le type de document. Ensuite, vous avez une balise ouvrante HTML en haut et HTML en bas.
Euh, la première partie, dès qu'on descend d'un cran, nous avons un head qui ouvre et ferme, et à l'intérieur de ce head, nous avons une balise méta, une balise title. Ce head renseigne exclusivement le navigateur sur la page en cours et sur la manière d'afficher la page en cours. C'est très important, c'est-à-dire que tout ce qui apparaît dans le head n'apparaîtra pas dans votre fenêtre de visualisation. Ce n'est pas, à proprement parler, le site internet. C'est ce qui permet au navigateur de l'interpréter, d'accord? Tout ce qui est visuel dans le site internet apparaît dans le body. D'accord, donc là on est passé, on a dans le body maintenant, nous avons my first heading, my first paragraph, exactement comme nous l'avons vu précédemment. Mais revenons un instant au head, maintenant la balise méta, on lui a donné un petit peu d'informations. Cette balise méta, elle donne, on appelle elle donne donc, on a un attribut HTTP equiv, content type, donc le contenu en question c'est du texte HTML, char7 UTF-8. Alors, ne partez pas en courant. Cette balise méta qui a l'air un petit peu compliquée et barbare veut simplement dire que nous travaillons avec un clavier français. C'est-à-dire que plutôt que d'interpréter d'écrire un accent avec un code bizarre, on va simplement mettre un E accent aigu. On va pas mettre un enchaînement de caractères complexes pour lui faire interpréter la chose. Ça permet purement et simplement de faire comprendre que nous sommes avec un clavier français et donc de ne pas mal interpréter nos systèmes d'accentuation. Voilà. C'est important, il faut la mettre, vous n'avez pas le choix. Donc, vous comprendrez qu'il y en a d'autres, hein, des UTF. Pour l'instant, restez là-dessus. Simplement, vous devez reprendre ce document type un petit peu tel qu'il est. Et vous n'aurez plus qu'à modifier au niveau des titres et des paragraphes. Maintenant, si on doit réfléchir en termes de généalogie, nous étions ici sur le HTML était l'ancêtre. À l'intérieur de HTML, nous avions le head qui est donc le parent. Le body aussi est au même niveau, donc c'est un parent. Et à l'intérieur des parents, donc dans le head, il y avait enfant, le fameux UTF-8 et le titre, le title. Et dans le body, comme enfant, il y avait my first paragraph, my first heading, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est quand nous arriverons au CSS, chaque fois que vous attribuez à un ancêtre quelque chose, les enfants vont être touchés. Voilà, c'est-à-dire que c'est génétiquement, si vous attribuez à un ancêtre, donc au HTML, que les textes vont être en rouge, si vous écrivez dans le body avec un titre de niveau 1, ce titre va avoir la particularité d'apparaître en rouge. Pourquoi? Parce que ça se transmet d'ancêtres vers les enfants, toujours. Ça ne remonte pas dans le temps, mais ça descend dans la généalogie, ce qui est plutôt logique. Maintenant, les doctypes, il est important de comprendre qu'il y en a plusieurs. Il y a les stricts et les transitionnels. Maintenant, le HTML5 ne fonctionne qu'en strict. Les transitionnels permettaient d'ajouter directement dans le HTML du style. Mais maintenant, ça n'a plus lieu d'être. Donc, on va passer relativement rapidement là-dessus. Sachez simplement qu'ils existaient. Ne considérez pas qu'ils existent encore, car dans moins d'un an maintenant, ils seront ce qu'on appelle obsolètes. Voilà un HTML de type transitionnel. Vous voyez le doctype, d'accord, qui est assez long et fastidieux. Voici un HTML strict. C'est toujours un doctype, hein, c'est ce qu'on met en tout premier dans un document HTML. Donc qui respecte aussi toutes les normes de base du HTML5, mais ça nécessite l'ajout d'une feuille de style, etc. Et maintenant, voici le nouveau doctype, donc le HTML5, la dernière mouture, maintenant, qui est le nouveau standard de demain. Maintenant, c'est plus que ça, vous n'avez plus que doctype HTML à écrire, ce qui est beaucoup plus simple, et raison pour laquelle je ne vous embête pas avec l'explication des doctypes précédents.
Le HTML5 est considéré comme strict, donc il a besoin d'une feuille de style. Vous devez éviter de mettre du style directement dans le HTML. C'est une erreur à ne pas commettre. Et il fonctionne principalement avec le CSS3, mais tous les CSS fonctionnent aussi. Le HTML, c'est deux types de balises. Il y a des balises de type bloc et des balises de type en ligne. En bloc, elles vont s'afficher les unes au-dessus des autres. D'accord? Donc, quand j'affichais tout à l'heure my first heading, my first paragraph, vous avez vu qu'ils se mettaient les uns en dessous des autres, et non pas les uns à côté des autres. En revanche, une balise en ligne, comme une balise image par exemple, si je mets 50 images, elles vont avoir une tendance à se mettre d'abord les unes à côté des autres. Si elles n'ont plus de place sur le bord de la fenêtre, elles vont naturellement revenir à la ligne, mais néanmoins, étant des balises en ligne, elles vont avoir une volonté de se mettre d'abord les unes à côté des autres. Un commentaire, retenez bien comment on écrit un commentaire. C'est très important parce que ça permet justement de donner plein d'informations à l'intérieur de son code sans pour autant que cette information apparaisse sur le résultat à l'écran. D'accord? Donc ça vous permet de noter où vous en êtes, de savoir un petit peu où vous mettez quoi. C'est très pratique, c'est très très pratique. Ne le négligez pas.